Bonjour à tous, bienvenue sur le canal des Flammes Jumeaux. Je suis Mathieu et aujourd'hui je vais vous présenter le troisième volet du triptyque que j'ai commencé il y a quelques mois sur l'aventure Flammes Jumelles. Alors je vais faire un bref récapitulatif parce que le temps passe concernant les deux premiers. Le tout premier que j'ai appelé le pouvoir émancipateur du mirage. Ce tout premier volet concernait en fait le phénomène, ce que j'ai appelé le phénomène flamme jumelle, c'est-à-dire donc j'ai appelé ça la dimension cosmique de cette aventure, et qui est l'impact de Neptune en Poisson en fait, et donc qui est un impact qui touche, c'est une influence qui touche l'humanité tout entière. Et ce Neptune en Poisson agit au niveau transpersonnel, c'est-à-dire que c'est au-delà de qui nous sommes et au-delà de notre petite personne. Donc ce Neptune en Poisson est un phénomène donc qui touche l'univers tout entier en fait. Alors non, il touche l'humanité tout entière puisque le zodiaque c'est vu de la Terre. Donc il touche l'humanité tout entière. Ce phénomène qui dure 160 qui arrive tous les 160 ans et qui dure à peu près 12 ans. Donc ça, pour moi, les flammes jumelles s'inscrivent dans l'influence de Neptune en Poisson. Je pense que Neptune en Poisson a des influences différentes sur l'humanité, mais une manière de faire avancer l'humanité en conscience a été de provoquer des rencontres dites flammes jumelles, ou de faire vivre à des personnes des aventures dites flammes jumelles. Quelques mots-clés concernant... alors, ce premier triptyque, je l'avais consacré sur toi, Neptune. Je vous avais expliqué que Neptune, c'était, on va dire, tout ce qui est état de conscience modifié, en fait. Hein. Donc là, j'ai des termes que je vais vous citer, mais juste pour placer un peu l'univers neptunien. Cinéma, images, paradis cosmiques et artificiels, rêve, illusion, utopie, confusion. Médiumnité, magie, artiste, amour universel, idéalisme, empathie, intuition, croyance, inspiration, imaginaire, spiritualité. Flou, brouillard, mystère, mirage, illusion, incohérence, doute, irréalité, trouble psy, médicaments, anesthésie, hallucination, contour flou. Causes incertaines, état d'ivresse, autotromperie, nature éthérée, mysticisme, fantaisie, compassion, énergie subtile, conscience plus élevée. Vous voyez, donc tout ça c'est l'univers neptunien. Donc il y avait des petits mots comme ça, l'ouverture vers l'infini, l'amour inconditionnel, conscientisation de l'ego, mythe qui fédère les consciences, planète insaisissable, planète mystérieuse. Voilà, donc tout ça, cet univers neptunien et depuis 2012 et jusqu'en 2026, il est, on va dire, selon moi, très très présent sur Terre. Il est très impactant. Voilà. Et l'objet de Neptune, puisque c'est une force signifiante, c'est de faire des rêves qui permettent de sortir de l'individualisme pour nous ouvrir à l'infini. Alors c'est pas de moi, je trouve ça joli, donc je l'ai repris. Rêves qui permettent de sortir de l'individualisme pour nous ouvrir à l'infini. Et on voit bien que c'est ce qu'on vit dans cette aventure de flammes jumelles. Et je vais vous en parler plus en détail aujourd'hui, justement, de ce rêve qui nous ouvre à l'infini. Neptune, ça apporte de grands rêves qui se terminent par des déceptions. Parce que c'est la meilleure façon pour nous ouvrir à d'autres possibilités auxquelles on n'avait jamais pensé, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. Enfin, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a tellement de choses à retenir. Mais c'est ça, ce pouvoir émancipateur du mirage. C'est le fait de vivre un grand rêve
qui va se terminer par une déception parce que c'est ce qui va donner la force en fait d'envisager d'autres choses qu'on était incapable d'envisager jusqu'à ce grand rêve en fait. Alors Neptune est associé à un danger, celui du choc, du retour à la réalité, de l'anéantissement du rêve et de la désillusion pouvant aboutir à une oblitération de l'identité. Et ça va être tout le sujet en fait de cette capsule. Une fois que j'aurai passé les redites. Quand on fait cette rencontre, flamme jumelle, en fait, très clairement, vous allez le voir parce que je vais vous parler d'une manière plus psychanalytique, mais quand on fait cette rencontre, en fait, la Terre plutôt s'ouvre sous nos pieds. Moi, il m'est arrivé quand même de nombreuses fois de dire que si j'avais un meilleur ennemi, je lui souhaiterais de rencontrer sa flamme jumelle. Et il s'agit bien de... La phrase dit anéantissement du rêve et désillusion pouvant aboutir à une oblitération d'identité. Alors, les gens qui vivent cette rencontre de flamme jumelle ne me semblent pas finir avec une oblitération d'identité. En tous les cas, il y a un démembrement. Il y a un démembrement de l'identité qui se fait. Mais avec une reconstruction derrière, et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, il y a aussi cette histoire, enfin, cette action neptunienne, c'est vraiment une action qui permet aux gens, à l'humanité, de conscientiser l'ego. Et on voit bien que en ce moment, depuis 2012, c'est très très fort en fait, ce travail pour conscientiser l'ego. Et ça va donner en fait, c'est un coup de pied en fait, c'est un coup de pied au fond de la piscine, parce que ce Neptune est en Poisson. Quand il sera en Bélier, ce travail sur l'ego sera différent. Mais le travail de la force signifiante neptunienne, alors là j'ai une phrase qui est mobilise les sensations et les émotions pour éliminer l'ego. Et vous voyez bien qu'on est absolument là-dedans. C'est-à-dire que quand les gens, beaucoup de personnes en tous les cas, parlent de leur relation de flamme jumelle, elles parlent justement du côté alors émotionnel, ça on l'entend partout, c'est une histoire ultra émotionnelle, mais on entend beaucoup de gens qui ont des contacts avec des sensations, beaucoup de gens qui disent que ça leur appartient pas, que c'est l'autre qui va pas bien, etc. Et on voit bien que et notamment dans cette nuit obscure de l'âme, où il y a des douleurs physiques. Enfin moi quand à chaque fois que je voyais ma flamme jumelle et qu'on se séparait parce qu'on vivait pas au même endroit, il y avait des choses qui se passaient dans mon corps et qui ont été très fortes, qui m'ont blessé le corps, qui ont blessé mon corps. Donc voilà. Donc ça c'était tout l'objet de cette première capsule. Le pouvoir émancipateur du mirage, c'est-à-dire encore une fois le fait de vivre un grand rêve pour vivre la désillusion qui amènera en fait un cadeau. Et ça, je vous en parlerai quand je vais aborder ce troisième opus. Dans le deuxième volet, là, je vous ai plutôt parlé, on va dire, du côté poisson de l'histoire. Donc, ce deuxième volet, je l'avais appelé l'expérience. C'est-à-dire que là, parce que je parlais non plus de la dimension cosmique, mais de la dimension énergétique des choses, donc du niveau interpersonnel, et non plus du niveau transpersonnel, cette fois-ci du niveau interpersonnel. Donc ça touchait le versant relationnel, et donc j'avais appelé ça relier les contraires. Relier les contraires parce que c'est la devise en fait du signe des poissons. Voilà. Donc dans ce deuxième volet, ce que j'ai surtout expliqué,
Hum. Bon, je vous ai parlé du symbole du poisson, hein. Il y en a un il y a un côté qui est tourné vers le futur, l'autre par le passé, et on a une ligne horizontale, la matière, qui essaye de relier les deux. Mais on voit bien que les deux, c'est comme deux pôles positifs, hein, sur un aimant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop envie de revenir ensemble. Il faut un trait de matière au milieu pour arriver à les garder l'un à côté de l'autre. Je vous avais dit que le signe du poisson, qui là n'est plus une force signifiante, mais une énergie, une qualité d'énergie. Parle d'accueil inconditionnel, on parle de pathologie du sauveur, on parle de quelque chose qui n'a pas de limite aussi, parce que le signe du poisson est une énergie souple, réceptive, qui s'adapte, et qui porte d'ailleurs la mémoire des 11 signes qui la précèdent, en fait, qui le précèdent, qui les précèdent. Mais il y a tout ça dans cette histoire de poisson, donc quelque chose qui finalement, moi j'aime bien cette image, moi qui me parle beaucoup, c'est qu'avec le signe du poisson, il est là mais il est pas là en fait. Et vous voyez que c'est quand même un petit peu ce qu'on vit dans le niveau interpersonnel, dans le niveau relationnel, c'est-à-dire l'autre est là mais en fait il est pas là. En général, il vit sa vie avec quelqu'un d'autre ou autre part. Donc là, en fait, dans cette deuxième capsule, ce que je vous avais expliqué pour vous parler de ce niveau énergétique, je vous avais j'avais fait la différence entre l'amour avec un grand A, qu'on va appeler amour inconditionnel, amour universel, amour transpersonnel. Il y avait encore un autre terme, je ne me souviens plus. Et je vous avais expliqué qu'en fait, Neptune est une planète. Neptune, c'est l'amour extatique. Et on dit en astrologie que Neptune dissout Vénus, puisque Vénus est attachée à l'amour égotique en fait. Il faut les deux, bien sûr. Mais la fonction de Neptune, c'est de dissoudre Vénus. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, Neptune, c'est les sensations et les émotions pour conscientiser l'ego. Donc c'est bien ça en fait. Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Donc, en fonction de notre niveau de conscience, on va être plutôt vénusien ou plutôt neptunien. Et je vous avais donné cette liste de mots latins, grecs, qui utilisaient des tas de mots pour décrire des états d'amour différents. Quand nous, on n'en utilise qu'un, amour. Voilà. Et on est obligé de rajouter des objectifs. Nous, on dit, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, je t'aime énormément, je t'aime trop, je t'aime comme un fou, je t'aime en crever. Enfin, voilà. Mais les Grecs, eux, ils avaient le miracle grec. Ils avaient des mots spécifiques, justement. Ils avaient décrit ces différents états d'amour. Et donc, je vous avais proposé une liste qui allait de la porneia jusqu'à agapé, en fait. Et il y avait, je sais plus, c'est 10 mots, voilà. Et puis ensuite, je vous avais expliqué comment les relations, en fait, elles s'articulent énergétiquement. Et pour ça, je vous avais parlé du design humain. Je vous avais rapidement expliqué ce que c'était le design humain, je vais pas revenir dessus, là, c'est pas le sujet. Mais surtout, c'est ce que je vous avais montré, c'est que dans le design humain, en fait, on fait la différence entre les amours impersonnels ou transpersonnels. Et donc, je vous avais parlé de l'amour universel, de l'amour du corps, de l'amour de l'humanité et de l'amour de la vie, qui sont 4 types d'amour où l'autre, la personne en face, n'est pas l'objet, en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont un ou plusieurs de ces 4 amours-là sont des gens qui aiment au-delà de la forme, en fait. C'est-à-dire, non, c'est pas au-delà de la forme, c'est au-delà de qui est l'autre. D'accord? Quand on a l'amour du corps, on aime les corps, mais en fait, on aime tous les corps. Enfin, quand je dis on aime tous les corps, c'est-à-dire que
quelle que soit la personnalité en fait qu'il y a dans ce corps, l'objet n'est pas la personnalité, l'objet est le corps. Et quand on aime l'humanité, ben, c'est toute l'humanité, c'est le fait l'amour de la vie, c'est le fait d'être en vie. Enfin voilà, et l'amour universel, c'est, je vous avais dit que c'était l'amour des prêtres, c'est-à-dire j'aime en fait. Voilà, c'est j'aime quoi. Et après, je vous avais parlé des amours personnels, qui là sont des amours où l'autre n'est toujours pas en lien en fait. C'est ça qui est vraiment exceptionnel dans l'énagramme, c'est que euh, l'autre n'est toujours pas l'objet en fait. L'autre, alors c'est plutôt l'inverse, c'est que l'autre est un objet en fait. L'autre n'est pas le sujet. Voilà. Donc il y avait le fait de s'aimer soi à travers les autres. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir ça, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un objet pour pouvoir m'aimer moi en fait. On aime parce que quand on est ensemble, on a du succès. Donc c'est pareil, vous voyez bien que là, c'est pas l'autre qui est en jeu en fait, c'est l'impact. Alors c'est la chimie avec l'autre, c'est que si cette chimie donne du succès, alors je t'aime. Et le fait de mériter l'amour. Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est-à-dire des gens qui estiment qu'on doit se battre pour avoir quelqu'un, enfin pour avoir une belle relation, ou pour qu'on puisse être en bonne relation avec eux. Il faut se battre. Raffiner l'amour, des rêves d'amour, l'amour est une lutte, l'amour éternellement indécis. Ça, c'est des gens qui ne sauront jamais s'ils sont amoureux ou pas, par exemple. J'ai confondu mériter l'amour et l'amour est une lutte, mais c'est des choses qui sont très proches en fait. Voilà. Et je vous avais expliqué, je vais pas revenir dessus, mais comment ça fonctionnait et pourquoi est-ce que ça a fonctionné et pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas et que moi, avec les données que j'avais, qui sont pas nombreuses, j'ai plus de données, j'ai pas beaucoup de données de l'autre flamme jumelle en fait. J'ai beaucoup de données de flammes jumelles, mais peu de leurs jumeaux en fait. Et je vous avais dit que le lien flamme jumelle correspond donc à autre chose que de l'amour, qu'il invite à se questionner sur ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas, en ne proposant qu'une seule alternative qui est le retour à soi. Et ça va être l'objet justement de cette troisième capsule. Voilà. Donc ouais, j'ai essayé de faire rapide. Je dis ça, j'en suis à combien? 17 minutes. Ouais. Alors l'objet de cette capsule d'aujourd'hui, c'est le processus. Voilà, c'est-à-dire là pour le coup, je suis sur la dimension biopsychologique, c'est-à-dire que c'est plus cosmique, ce n'est plus énergétique, mais là je reviens à l'humain, à l'individu, la dimension biopsychologique, donc niveau intrapersonnel, qui touche l'individu, versant individuel, et que j'appelle la traversée du noyau agglutiné. Et psychanalytiquement, c'est ce qu'on appelle le noyau psychotique. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus, mais comme je vais vous expliquer la différence entre les deux termes. Dimension biopsychologique, ben oui, parce que alors avec tout ce qu'on voit depuis 2012, etc., faut pas oublier une chose, c'est nous sommes avant tout des êtres biologiques et psychologiques. La 5D, l'énergétique et les connexions à Raphaël et Métatron, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas un corps d'abord, avec un cerveau à l'intérieur, une matrice, et voilà. Et donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à ça, parce que vous allez voir. Alors, là, c'est un petit clin d'œil astrologique, parce que tout est basé sur Neptune en Poisson, mais bon, la maison 12 en astrologie, les maisons astrologiques sont des choses qui sont très personnelles, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu et de votre heure de naissance, vous allez, votre thème astral va se décomposer en 12 secteurs. Le premier secteur étant votre ascendant, ce qu'on appelle l'ascendant. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la maison 12, qui est la dernière maison, le dernier secteur d'activité,
Oui, je sais pas si c'est le bon terme, secteur d'activité, mais si vous voulez, quand vous avez une planète, votre planète, par exemple votre Soleil, elle est dans votre signe astral. Moi, j'ai le Soleil en Cancer, donc c'est pour ça qu'on dit que je suis Cancer. Donc j'ai le Soleil en Cancer, et ce Soleil en Cancer, donc le Soleil, c'est-à-dire basiquement mon rayonnement s'exprime à la manière du Cancer, hein, selon l'énergie du Cancer. Donc on va dire que j'ai un rayonnement qui est plutôt protecteur, à vouloir englober les gens, à aimer son petit train-train peut-être, à aimer se sentir dans un cocon, d'accord. Voilà. Et ça s'exprime à l'intérieur d'une des 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire à l'intérieur d'un des 12 domaines d'activité. Et en l'occurrence, chez moi, c'est dans la relation à l'autre, en fait. C'est-à-dire que mon soleil, qui s'exprime avec l'énergie du Cancer, eh ben, il s'exprime, on le voit quand je suis en relation avec quelqu'un. Voilà. C'est pas quand je suis au travail. Ce n'est pas quand quand je gagne de l'argent ou quand je vais construire une maison, par exemple. Si je devais construire quelque chose, non. Par contre, quand je suis en lien avec quelqu'un, avec une personne, à ce moment-là, mon soleil s'exprime. D'accord. Voilà. Donc c'est ça les maisons. Et dans toutes ces maisons, il y a ce qu'on appelle la maison 12, qui est la dernière maison. Et c'est un petit clin d'œil que j'ai fait parce que vous allez voir, je vais vous donner les termes de la maison 12 et vous allez voir qu'on retrouve encore une fois notre univers flamme jumelle. Donc on parle d'inconscient, de l'inconscient. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, avec la maison 12, on est dans des couches qui sont très 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 profondes en fait. Isolement, secret, rêve, peur, désirs enfouis, hôpitaux, prisons, monastères, retraites spirituelles, défis intérieurs, talents cachés, obstacles, mystères non résolus, profondeur psychique, autosabotage, rédemption, guérison spirituelle, service altruiste, sacrifice, empathie, amour inconditionnel, méditation, spiritualité, introspection, crise psychologique, imaginaire, épreuve, enfermement, maladie chronique, oubli, sens, mysticisme, dématérialisation, dissolution de l'ego, désincarnation, don médiumnique, karma, héritage, rétribution. Voilà. Donc ça, ce sont les termes de la maison 12. Et en fait, pourquoi je parle de la maison 12? Parce que la maison 12 en astrologie est associée, on va dire, au signe du poisson. Et le signe du poisson est gouverné par Neptune. Voilà, donc je trouvais ça rigolo de vous donner les mots-clés de cette maison 12 euh, qui ressemble beaucoup à cette aventure de flamme jumelle. Bien, donc voilà. Alors, c'est là où vous risquez de m'entendre bafouiller, etc. Parce que j'ai beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal, et d'ailleurs j'ai pas fait, j'ai fini par arrêter euh, à organiser mes idées. J'ai des idées très précises à dire, mais je ne savais pas, j'arrivais pas à les organiser. Donc là, ça va être peut-être un peu moins fluide et j'en suis, mais alors vraiment désolé. Donc avant tout, nous sommes des êtres biologiques et psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cette histoire de flamme jumelle, elle est avant tout un processus individuel d'évolution. Un processus individuel. C'est-à-dire que, ok, l'humanité est dans un saut de conscience, très bien. Ok, il s'agit d'une rencontre, très bien. Mais sinon, c'est bien l'individu, c'est bien une personne par une personne qui va vivre une transformation. D'accord? Donc on est sur un processus individuel d'évolution. Et ce que je dis ensuite, c'est qu'il s'agit d'une rencontre qui est déclencheur d'une quête identitaire et non pas d'une histoire de couple. Alors je vous ai parlé de quête identitaire. En fait, moi je reste à... Encore une fois, moi j'accepte complètement que ma flamme jumelle et moi ayons la même âme divisée en deux. Moi, ça me va très bien, parce que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Et ce que j'ai ressenti le jour où ça m'est tombé dessus, c'est-à-dire qu'il y a un jour, hein, alors que je le connaissais depuis plusieurs semaines, il y a un jour, il y a un truc qui est tombé du ciel, il y a une enclume qui est tombée du ciel. Vraiment, j'ai senti quelque chose qui m'écrasait à l'intérieur de moi. Ça, je l'ai vécu. Donc, que ce soit cosmiquement dû à ça, moi, ça me va très bien.
Moi, ce que je garde en tête, c'est que on rencontre sa flamme jumelle lorsque l'on n'apprend plus rien sur soi-même par soi-même. Et ça, c'est un truc que je l'avais pris, que j'avais entendu chez Fabien Marchand, et moi je trouve quand même assez juste. Étant donné que c'est un processus individuel, c'est-à-dire que c'est une folie personnelle en fait. Hein. Étant donné que les gens sont amenés, sont invités à travailler sur eux, à faire un retour à soi, à travailler des mémoires, etc., etc. Ce qu'on voit bien, c'est que tout ça, ça parle d'identité. Bon, de toute façon, ça parle très clairement d'identité. Je sais pas, mais le nombre de personnes qui disent mon jumeau, mon jumeau. Alors si ça, c'est pas identitaire. Donc, parce que quand on parle d'âme sœur, les gens ne disent pas ma sœur. Les gens disent mon âme sœur. Mais par contre, ils disent pas ma flamme jumelle. Ils disent mon jumeau. Donc, on voit bien que c'est vraiment très identitaire en fait, cette rencontre en fait, et la manière dont elle est vécue en fait. Alors, c'est complètement, comment dire, véhiculé, par l'égrégore flamme jumelle, euh, tout le, toutes ces vidéos, etc. Tous ces thérapeutes. Euh, qui vous disent votre jumeau, votre jumeau, votre jumeau, et puis voilà. Enfin, mais mais on voit bien que de toute façon, s'il y a une adhérence, puisqu'il y a une adhérence à ce concept-là, puisque on adhère à ça, à ce discours, c'est bien qu'on est nous-mêmes dans une quête identitaire. Voilà. Et de toute façon, je pense que tout travail de conscience est un travail d'identité. D'ailleurs, on parle d'opposés complémentaires quand on rencontre sa flamme jumelle. On a rencontré son opposé complémentaire. Donc c'est ce qui nous complémente et qui est l'inverse de nous. Donc il y a quand même quelque chose dans le fait qu'il nous manque quelque chose. On va voir ce que c'est. Bref. En fait, ce qui nous manque, c'est ce qu'on a besoin d'être. Si on regarde bien astrologiquement, en fait, vous avez dans votre astrologie, vous avez Pluton qui est positionné quelque part. Et Pluton, c'est selon moi le centre. C'est autour de ça c'est autour de la position de votre Pluton que l'ensemble de votre existence tourne et le pourquoi de votre existence tourne. Et la position de Pluton exige de notre part de l'équilibrer en étant à l'opposé de Pluton. C'est-à-dire que c'est parce que je vais dans la vie explorer, expérimenter, maîtriser la position inverse à Pluton, opposée à Pluton, que je vais avoir une vie équilibrée. Et cette flamme jumelle, elle symbolise dans notre inconscient, dans nos projections, elle symbolise cette position opposée à Pluton. Et ça, dans les données que j'ai, c'est quand même assez flagrant. La vision qu'on a de notre flamme jumelle, c'est ce que la vie nous demande d'être, en fait. Pour se sentir équilibré. Pour nous sentir équilibrés. Par exemple, si vous avez un Pluton, alors moi j'ai un Pluton en maison 8, c'est-à-dire que j'ai un Pluton qui pèse énormément je vais faire très simple, dans le domaine de la psychologie. Voilà, je fais très simple, dans l'inconscient. La vie, en fait, plus je vais faire de la psychologie et de l'inconscient, et plus ma vie va être de mauvaise qualité. En gros, c'est ça. Par contre, plus je vais aller en face, c'est-à-dire plus je vais sortir, jardiner, construire, travailler, acquérir des ressources matérielles. Plus je vais aller dans le matériel, et plus ma vie sera équilibrée. Voilà, et ma santé mentale sera équilibrée. Et en fait, nos flammes jumelles, elles représentent ça.
Elle représente ce qui nous équilibre. Le truc, c'est que quand on a un niveau de conscience bas, alors pas assez haut, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et en se disant « Ah, lui, il porte ce dont j'ai besoin. Donc si je me mets avec lui, ben mon besoin est comblé. » En gros, c'est comme si on avait des valises, d'accord, et on nous dit « Ben voilà, t'as 2 valises, elles sont un peu lourdes, faut se les traîner toute la vie, mais dans ces valises, il y a tout ce dont tu as besoin. » Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la personne qui va porter nos valises. Voilà, et on se dit, ah, mais lui, il peut porter les valises. Donc, si lui porte mes valises, donc il faut que je sois avec lui parce que lui, il va bien porter mes valises. En gros, c'est ça le truc. Sauf que ça marche pas. Et notamment quand on est dans un parcours de conscience, ce qui est le cas des gens, la plupart des gens, je pense, qui ont fait cette rencontre flamme jumelle, c'est qu'on leur dit, oui, non, mais en fait, oui, mais bon, ce sera quand même toi qui vas porter tes valises. Voilà, c'est-à-dire que ce que représente notre flamme jumelle, c'est ce qu'on va devoir, entre guillemets, devenir. En tout cas, c'est la direction qu'il va falloir qu'on prenne. C'est-à-dire, la première chose qu'on fait, c'est de chercher un sauveur, quoi, en fait. En tout cas, quand on le rencontre, on croit avoir trouvé un sauveur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on le rencontre? En fait, on va déclencher ce qu'on appelle un état pathologique, un état psychiatrique, qui est l'état amoureux. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état amoureux, avec tout ce que ça comporte, les papillons, machin, etc., enfin, l'état amoureux n'est pas un état normal. D'accord, hein, vous le savez, l'amour dure 3 ans. L'état amoureux n'est pas un amour normal. Elle n'est pas un état normal, c'est un état pathologique au sens strict du terme, c'est un état psychiatrique. Alors ça va, en général, parce que on est des gentils malades, mais il y a des fois on peut être des malades beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire que, vous savez, au niveau de la justice, vous serez moins fortement puni si vous tuez sous l'effet de l'état amoureux. C'est-à-dire, si vous faites un crime passionnel, vous serez moins fortement puni que si vous faites un crime crapuleux, c'est-à-dire pour de l'argent. Si vous tuez quelqu'un pour lui voler son argent, vous allez être beaucoup plus lourdement puni que si vous tuez quelqu'un parce que vous l'aimez trop. Parce que la justice, elle reconnaît en fait cet état pathologique, c'est-à-dire que quand on est amoureux, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Alors, pour une raison simple, hein. Alors, il y a 2 raisons simples. Il y a la raison la raison de la nature. C'est que la nature, c'est la perpétuation de l'espèce. Donc, pour perpétuer l'espèce, il faut que un homme et une femme aient envie de rester ensemble suffisamment longtemps pour avoir un enfant. On dit en général, l'amour dure 3 ans, l'état amoureux dure 3 ans. Alors, pas l'état super pathologique, mais quand même, il dure 3 ans cet état amoureux, parce que c'est le temps que l'enfant il soit, on va dire, vivable, vivant, enfin, oui, non, vivable, c'est-à-dire que, voilà, que tout le monde a été protégé suffisamment longtemps, la mère et l'enfant, pour que quelque chose puisse démarrer. Voilà. Donc ça, c'est la loi de la nature, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux de quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on rentre dans cet état psychiatrique, cet état pathologique? Il y a un versant biologique et un versant psychologique. Le versant biologique, oui, vous savez que tout est explicable selon toujours plusieurs grilles, en fait. Et toutes les grilles sont bonnes. Toutes les grilles de lecture sont justes. Biologiquement, ce qui se passe, c'est que le cerveau, en fait, va y avoir un contact œil-œil qui va se produire, en fait, quand les gens vont se reconnaître et vont tomber amoureux. Il va y avoir un contact, ça se passe au niveau de l'œil. Il va y avoir un contact œil-œil. Il va y avoir une reconnaissance, ça se passe au niveau du cerveau reptilien. Et qui dit, oui, toi et moi,
on va répondre à la nature. Et il va y avoir dans le cerveau des gens ce qu'on va appeler un shoot de dopamine. Alors il va y avoir des tas d'autres neurotransmetteurs qui vont rentrer en action au départ, mais celui qui va vraiment durer, ça va être la dopamine. En fait, dans l'état amoureux, on va avoir de la dopamine, de l'ocytocine, on va avoir de la noradrénaline, la vasopressine, il va y avoir, je sais pas, ce genre de choses. Mais c'est la dopamine, en fait, qui va nous rendre addicts à l'autre. Donc ça, c'est pour le côté biologique. Et c'est tout le problème, en fait, chez les flammes jumelles. C'est que si vous regardez bien, cet état, en fait, vous allez pouvoir le faire perdurer, alors que l'autre n'est pas là, et que vous n'avez pas d'enfant, et que vous vivez pas ensemble, et que la nature ne vous commande plus rien, en fait. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué donc dans le circuit de la récompense. Et c'est ce qui procure du plaisir, en fait. Quand on ressent du plaisir dans la vie, c'est parce que on est sous dopamine. C'est que notre cerveau est en train d'envoyer de la dopamine. Alors, c'est très important parce que la dopamine, c'est ce qui permet de se nourrir, de s'hydrater, de se reproduire, de s'occuper de son enfant. Voilà. Quand on fait toutes ces activités-là, en fait, on libère de la dopamine, ça nous provoque du plaisir. On appelle ça le circuit de la récompense. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de renouveler le comportement, en fait. Et c'est ce qui se passe avec d'autres activités comme le fait de fumer, le fait de faire des jeux d'argent, le fait de boire de l'alcool ou de prendre des drogues, c'est la même chose en fait. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit un état de dépendance. Et chez les flammes jumelles, le problème des flammes jumelles, c'est que il est arrivé quelque chose, ok, il y a eu un shoot de dopamine, donc on peut dire les âmes se sont rencontrées, très bien. Il y a le shoot de dopamine, très bien, d'accord. Donc ça, l'état amoureux, il est là. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire que, et à un moment donné, il va falloir vivre la séparation, puisque les flammes jumelles se séparent. Il va falloir la vivre et c'est tout. Simplement, on a tout cet égrégore flamme jumelle qui fait que on va nous donner de l'espoir. Et on va nous parler de réunion. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écouter des histoires. Et on va se projeter dans ces histoires. Vous savez, le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. C'est scientifiquement prouvé. Le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à rêver de la réunion, à rêver, etc. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous déchargez la dopamine. Donc finalement, quand on écoute des vidéos sur les flammes jumelles, quand on parle de notre flamme jumelle, quand on s'imagine machin, quand on philosophe sur oui, il a dit ci, il a dit ça, et moi, messieurs, blablabla. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on décharge la dopamine, on décharge la dopamine, on décharge la dopamine. En fait, on fait quoi ? C'est comme si on fumait des clopes, hein. Enfin, je veux dire, on est addict. On écoute des tirages, etc. Et en fait, on décharge la dopamine, on décharge la dopamine. Et tout le temps où on fait ça, on reste dans un état qui n'est pas un vrai état de travail, en fait. Là, on est sous emprise. Donc finalement, les gens qui vendent de la réunion sont des dealers. Voilà, c'est des dealers de dopamine, c'est des dealers d'espoir et c'est des dealers de dépendance. Voilà, c'est des gens qui entretiennent, alors certainement avec toutes les meilleures intentions du monde, un peu payantes, mais c'est des gens qui entretiennent votre addiction en fait. Parce que normalement, on devrait, à un moment donné, l'autre n'est pas là, il ne veut pas de nous. Enfin, je veux dire, c'est comme ça dans toutes les histoires. Hein. Et il ne revient pas de lui-même. C'est-à-dire que, oui, moi, il y a des flammes jumelles qui courent après leurs flammes jumelles.
Mais si, mais attends, on va être amis. Enfin, moi, je sais, je l'ai fait. On va être amis. Non, mais attends, mais on peut faire ceci. Mais je suis sûr, mais attends, on va discuter. Mais attends, peut-être que si. Enfin bon, bla bla bla. Et je t'envoie un message, et un petit SMS. Voilà. Et, euh, et tous ces trucs-là, en fait, régulièrement, allez, je refais un tirage. Allez, je vais voir une voyante. En fait, c'est se remettre sous la dopamine. En fait, c'est se rebalancer de la dopamine. Voilà, donc ça c'est pour l'état biologique en fait de ce qui se passe dans cette histoire. Et on reste, en faisant ça en fait, on reste à un niveau, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer, on reste à un niveau qui fait que le travail n'est pas fait en fait. Le travail de conscience n'est pas fait. Tant qu'on ne lâche pas ça, c'est-à-dire tant qu'on ne lâche pas la prise de drogue, la prise étant le fait de vouloir absolument être en contact avec l'autre, avoir de ses nouvelles, parler de lui, etc. Tant qu'on ne lâche pas ça, on bouge pas en fait. Le travail ne se fait pas. Le travail qui est demandé par Neptune en Poisson, ce travail de saut de conscience de l'humanité, il n'est pas fait. On est fasciné. Moi, c'est le terme que j'employais quand je parlais des flammes jumelles au début. Je disais ça me fascine. Et oui, c'était le cas, fasciné. Comme quand on se fait des shoots en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect biologique. Et l'aspect psychologique, c'est que ce qu'on apprend, ce que les psychiatres nous expliquent, c'est que cet état amoureux, en fait, on tombe amoureux de qui en général? Dans 95% des cas, on tombe amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'accord? On s'est rencontré une soirée, on a discuté, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois. En tout cas, enfin moi, toutes les fois où je suis tombé amoureux, c'est pas arrivé qu'une fois, je suis tombé amoureux de gens que je ne connaissais pas. Voilà. Alors oui, j'ai parlé avec eux, mais je les connaissais pas. Parler avec quelqu'un, c'est pas le connaître. Je suis pas tombé amoureux parce que ça faisait 5 ans que je côtoyais la personne, quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des histoires comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en général. On tombe amoureux d'un inconnu. Donc de qui est-ce qu'on tombe amoureux? On tombe amoureux de nos projections. Donc on tombe amoureux de nous-mêmes. L'état amoureux est un état pathologique. C'est un état, alors pathologique, biologiquement pathologique, puisque le cerveau fait n'importe quoi, c'est une façon de parler. Et psychologiquement, c'est un état pathologique, c'est un état psychiatrique, parce qu'en fait, on tombe amoureux de nous-mêmes. Et on est dans une illusion totale, c'est-à-dire que l'autre, on ne le voit pas pour ce qu'il est, c'est-à-dire un inconnu, on le voit pour les projections qu'on a sur lui, c'est-à-dire nos propres projections. Et les projections ne peuvent parler que de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on projette ce qu'il y a à l'intérieur de nous sur lui. Donc en fait, c'est de nous-mêmes dont on tombe amoureux. Donc on voit bien ici que le processus de flamme jumelle, dans tous les cas, est un processus déjà individuel, hein, c'est mon cerveau qui pète un câble, et dans un deuxième cas, est bien un processus identitaire. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer pourquoi je vais... pourquoi la flamme jumelle, c'est vraiment un processus individuel et qu'il n'y a pas de réunion. Alors, il n'y a pas de réunion parce que c'est pas le sujet du truc en fait. La réunion, c'est ce qui nous empêche de faire le travail. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui vous parlent de, je sais pas, de l'ombre ou du sombre. Oui, j'ai entendu ça, le sombre, etc. Enfin, bref, le sombre, dans ce cas-là, c'est ça. C'est le fait de rester là-dedans parce que ça vous empêche de faire le travail, qui est un travail de conscience. Alors, je viens de voir que cette vidéo va être extrêmement longue. Elle va durer certainement 2 heures, je pense. Je suis désolé, mais elle sera postée comme ça. Allez, je continue. Oui, ce n'est pas une histoire de couple. Alors, c'est d'autant plus pas une histoire de couple. Enfin, l'autre fois, vous savez, en Espagne, en langue espagnole, donc dans le monde hispanophone, il y a une chaîne qui s'appelle Mindalia TV, et je me souviens plus, c'est une chaîne qui a peut-être 1 million d'abonnés, un truc comme ça, bref. Et donc, bon, voilà, c'est une chaîne hispanophone, donc elle rayonne dans beaucoup de pays. Voilà. Et elle parle de tous ces trucs-là.
de tous ces sujets énergétiques, machin, enfin bref, c'est une chaîne sur la conscience, quoi. Il y a un peu de tout dedans. Voilà, quand on regarde exactement les vidéos, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup. Il y a énormément de contenu, mais ça va sur l'ensemble des domaines en fait que la spiritualité, le développement personnel peuvent aborder. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de vues par vidéo. En fait, quand on regarde, ça doit être 1000 vues par vidéo, un truc comme ça. Bref, l'autre fois, mon ami espagnol m'envoie un lien en me disant ah, regarde ce qui se passe sur Mindalia TV, et en fait, il y avait une émission spéciale sur Flammes Jumelles. Je sais plus comment il appelle ça, le type parcours des flammes jumelles ou un truc comme ça, ou je sais plus. Bref. Et là, la vidéo, donc quand je l'ai vue, c'était il y a un mois, et elle avait un mois, et elle avait déjà 8000 vues. Donc vraiment le truc, on voit que le sujet passionne, quoi. Euh, et ce qui a été vraiment incroyable, c'est que le type, donc c'est un type qui organise des conférences dans le monde, hispanophone. L'année dernière, c'était à Barcelone, cette année, c'est à Mexico, je crois, sur ce qu'il appelle les flammes jumelles, les couples conscients, et puis je sais plus quoi. Genre de conférence ou de colloque. Et le type, à un moment donné, au tout début, quand on lui demande de présenter les flammes jumelles, il a une phrase, il en a qu'une, où il dit « Les flammes jumelles, ce n'est pas regarder Netflix le samedi soir. » Voilà. Alors lui, il parle pas de manger des chipsters, mais il dit ce n'est pas manger des chips, ce n'est pas regarder Netflix le samedi soir. Et ensuite, donc l'émission dure 1 heure, pas une seule fois le type emploiera le mot réunion. Pas une seule fois le type ne racontera qu'il y a des étapes avec des retrouvailles à la fin. Pas une seule fois. Et il y a 1/4 d'heure qui est consacré aux questions des internautes. Et dans les questions qui sont sélectionnées, aucune question n'a été sélectionnée concernant une réunion. Donc on voit bien très clairement là, dans cet exemple, qu'il ne faut surtout pas parler de réunion. Et moi j'ai trouvé ça très très symptomatique de ce qui se passe, c'est-à-dire que il n'y a pas et il n'y aura pas de réunion parce que ce n'est pas le sujet. Encore une fois, c'est Neptune qui nous demande un saut évolutif. Ça passe par une rencontre, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà. Alors attention, parce que là, maintenant, on va arriver dans le truc qui est un peu touchy. Je vais vous parler un petit peu de psychanalyse. Alors peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite le dessin. Alors comment est-ce que on va vivre est-ce que c'est le terme? Oui, c'est ça. Comment on va vivre le processus? Quel est ce processus identitaire? Comment on va le vivre? Donc là, je vais vous montrer ce petit dessin qui s'appelle la vallée des larmes. Alors c'est un modèle qui a été créé par un monsieur qui s'appelle François Délivré. Et ce type, je me souviens pas, mais il doit être polytechnicien. Attendez, j'ai marqué ça quelque part. Ouais. Ingénieur des grands travaux. Enfin bon, voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. Quand je dis c'est pas n'importe qui, c'est que le type a travaillé, beaucoup travaillé notamment sur le développement personnel. Alors, c'est quelque chose qui est similaire à la courbe du deuil, aux étapes du deuil de, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette dame qui a créé ça. Là, c'est un petit peu différent parce que ça, c'est un modèle qui parle de quand on perd quelque chose. C'est pas le deuil. Le deuil, c'est quelqu'un qui est mort. Voilà. Donc c'est un processus qui est particulier. Là, il s'agit de perdre quelque chose, perdre un travail. Alors, ça peut être perdre une relation amoureuse, et ça peut être notamment perdre ses illusions. Ok.
perdre ses illusions. Moi, je vous avais fait une vidéo, une audio sur le deuil de l'idéalisation. Et ben voilà, perdre ses illusions, voilà, c'est ça. Ce modèle, il est intéressant parce que il voyait à la fin, donc vous avez la descente. Donc on a la perte, on a le déni, la colère, la peur. Et après, quand on est au fond du seau, là, il y a la tristesse qui est finalement le début de la reconstruction. Acceptation, pardon, et on a le cadeau caché avec la sérénité qui arrive à la fin. Et c'est ça qui est très important dans ce modèle, c'est le cadeau caché. Pourquoi? Parce que dans un deuil, il n'y a pas de cadeau caché. Dans la vallée des larmes, il y a un cadeau caché. Je vais faire référence à un protocole d'hypnose. Tous les hypnothérapeutes connaissent, qui écoutent cette vidéo connaissent, qui s'appelle ça s'appelle le rêve des Sinoï, ou le protocole des Sinoï, bref. C'est un protocole dans lequel on identifie avec la personne quelle est sa pire peur, sa plus grande peur, et qui fait qu'elle est bloquée dans certaines choses de sa vie. Et en fait, on va la mettre sous transe et on va lui faire vivre, par un processus un peu particulier. On va lui faire vivre sa pire peur, sa plus grande peur. Voilà, une fois en transe, on va la mettre en contact avec cette peur. C'est assez dur, hein, les gens pleurent, etc. Enfin bon, je veux dire, c'est un protocole d'hypnose qui est, bref. Et ensuite, on va cette peur, on va lui faire traverser cette peur. Et à l'issue de cette traversée, il y aura un cadeau. Dans le protocole, il y a un cadeau qui est remis à la personne suite à la traversée. Parce qu'elle a traversé cette peur, il y a un cadeau, en fait, qui lui est remis. Et ce cadeau, c'est la force, ou la puissance, ou le courage, ou, je sais pas, la vertu qu'elle a dû déployer pour traverser sa peur. C'est ça, le cadeau. Et donc, la vallée des larmes de François Délivré parle de ça. C'est-à-dire que c'est parce que on est sorti du fond du seau. Pour sortir du fond du seau, on a fait appel à une qualité, en fait. Et cette qualité, on ne la conscientise que parce qu'on est tombé dans le seau, en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu traverser, faire cette traversée-là, pour comprendre qu'on avait une qualité. C'est la qualité qui nous permet de traverser. Donc, je parlais là-dessus, mais cette fois-ci, moi, ça, je vais vous l'appliquer à un truc qu'on appelle la traversée du noyau psychotique ou du noyau agglutiné. J'ai aussi entendu noyau coagulé, mais bon, c'est pas très joli. Bon, de toute façon, aucun de ces trois termes n'est joli, mais je vais vous parler déjà de la traversée et peut-être ensuite de ce que c'est que le noyau psychotique. Alors, là, je vais prendre une explication que j'ai trouvée sur Internet et que j'ai trouvée formidable. Donc, c'est Isabelle de Panfantenio. Moi, je la connais pas, hein, j'avais jamais entendu parler de cette femme. Sur un site qui s'appelle Blog Sapiens. Donc, c'est une psychothérapeute qui a écrit ça sur la traversée du noyau psychotique et que je trouve formidable. Et donc, j'ai pas envie de vous le retranscrire. Enfin, j'avais pas envie de le dire à ma manière parce que j'ai trouvé que c'était tellement juste la manière dont elle l'avait écrit. Écoutez, le chemin qui nous mène à la rencontre de notre ombre nous conduit inévitablement à lui, au noyau psychotique. Donc, notez bien, le chemin qui nous mène à la rencontre de notre ombre nous conduit inévitablement à lui. Alors, qu'est-ce que je vous ai raconté tout à l'heure quand je vous ai parlé de Neptune et d'aller dans la position qui est en face? Et que c'est ce qu'on va projeter, en fait, sur cette flamme jumelle qu'on va rencontrer. Parce qu'on est dans un moment de saut de conscience neptunien. Eh bien, c'est notre ombre. Cet opposé complémentaire, finalement. C'est quoi? C'est ça. C'est notre ombre. Il ne s'agit pas d'aller à la rencontre de son côté obscur. C'est pas ça. C'est son ombre, vous voyez bien, l'ombre qui vous suit partout.
Il y a rien de mal, d'accord? C'est inhérent à vous, en fait. Et quand on met la lumière sur quelque chose, euh, quand on éclaire quelque chose, voilà, il y a l'ombre, ça fait partie de nous, en fait. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de mal, de mauvais en nous, d'accord? Donc le chemin qui nous mène à la rencontre de notre ombre nous conduit inévitablement à lui, à la traversée de notre noyau psychotique. Donc, rencontrer sa flamme jumelle nous conduit inévitablement à traverser notre noyau psychotique. La traversée du noyau psychotique est une étape fondamentale du développement de la conscience. Cette femme n'est pas du tout dans, je tiens à dire, dans les flammes jumelles ou quoi que ce soit. Hein. C'est une psychothérapeute, hein. Elle doit être psychanalyste, je pense. La traversée du noyau psychotique est une étape fondamentale du développement de la conscience. Elle met en péril l'équilibre de notre psyché. On en sort indemne à la condition d'avoir déjà parcouru un bon bout de chemin sur soi et d'avoir pu construire un moi fort. Là, en fait, ce qu'elle explique, et c'est intéressant, c'est que donc étape fondamentale du développement de la conscience. Met en péril l'équilibre de la psyché, on en sort indemne à la condition d'avoir déjà parcouru un bon bout de chemin sur soi et d'avoir pu construire un moi fort. Combien de fois n'avez-vous pas entendu vous dire que les flammes jumelles étaient des gens qui, en général, avaient déjà fait un travail sur elles, des gens qui étaient quand même disposés, prédisposés à vivre cette rencontre. Et donc, cette rencontre, c'est cette traversée du noyau psychotique. En tout cas, oui, cette rencontre va provoquer cette traversée du noyau psychotique. Dans ce passage, l'adaptation au monde social devient impossible. L'être est submergé par l'émergence de la blessure initiale et l'interrogation identitaire. Il ouvre une porte sur qui suis-je et saute dans l'inconnu terrifiant de l'initiation. Bon, voilà. Donc là, c'est pareil. Donc, blessure initiale. Alors, c'est pas initial, c'est rarement le terme qui est utilisé, mais enfin, blessure, vous l'avez avec un S dans le monde des flammes jumelles, dans tous les sens, les 5 blessures, et puis vous en avez toujours des gens qui ont plus ça vont en rajouter en disant non, mais en fait, moi, j'en ai une en plus, moi, voilà, bref. Enfin bon, des blessures, il y en a à foison. Voilà, elle parle de la blessure initiale, qui est finalement la séparation. Blessure initiale, c'est la séparation, alors, de la source, la séparation de la matrice, de la mère. Alors, ça peut être la naissance, mais en général, c'est un peu plus tard, et on va en parler. Et donc, on parle de blessure initiale et d'interrogation identitaire, parce que, en fait, quand l'enfant, il y a un moment donné dans la vie, au bout de quelques mois, l'enfant va se rendre compte qu'il n'est pas sa mère. Au début, il est indifférencié. Il est dans la vie, il est né, il est dans la vie, il ne fait pas la différence parce que ses sens ne lui permettent pas de faire la différence entre lui et l'autre, que ce soit la mère ou le père d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, ça, la conscience va arriver. Et elle est là, la blessure initiale. C'est la conscience qui les sépare. Et donc, il y a une quête identitaire qui se met en place. Donc là, elle parle d'interrogation identitaire. Son bateau tangue dans une terrible tempête, l'angoisse profonde de l'anéantissement, en filigrane dans l'inconscient de chacun, fait ici surface. Traverser son noyau psychotique nous place dans une grande fragilité, qui peut à tout moment nous noyer dans des désordres plus définitifs. Alors, il me semble que pour les flammes jumelles, la traversée du noyau psychotique se fait elle se fait. Il y a des gens, en fait, le noyau psychotique a été élaboré par Mélanie Klein, une psychanalyste qui était spécialisée dans la psychanalyse de l'enfant, notamment. Et traverser son noyau psychotique, il y a des gens qui n'en sortent pas. En tout cas, là, c'est ce que la psychiatrie raconte. Aujourd'hui, les choses, elles ont quand même bien évolué. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va moins utiliser le terme noyau psychotique, sauf dans les milieux psychanalytiques, mais qu'on va de plus en plus parler de noyau agglutiné, parce qu'aujourd'hui, on a une autre conscience des choses. Mais il y a des gens qui ont été diagnostiqués, des gens qui sont rentrés qui ont traversé le noyau psychotique et qui l'ont pas traversé, en fait, et ils sont restés coincés dedans. Donc,
C'est ce qu'elle veut dire à la fin, cette femme. Donc on voit bien qu'en fait, ici, si je reprends mon petit dessin, ce fond du seau là, qui commence au déni et qui va aller jusqu'au cadeau caché en fait. Alors on va dire surtout jusqu'à la tristesse, hein, du déni à la tristesse, mais au moins jusqu'à l'acceptation. C'est ça la traversée du noyau psychotique. Pour nous, c'est ça la traversée du noyau psychotique. Alors, noyau agglutiné ou noyau psychotique. C'est un autre psychiatre, psychanalyste qui s'appelle Joseph Bleger, qui va parler de noyau agglutiné. Alors, je vais vous donner, après, là maintenant, je vais vous parler d'une autre psychanalyste qui, elle, travaille plus avec l'astrologie et avec tout ce qui serait des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de l'âme, voilà, tout genre de trucs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien que le transgénérationnel prend une place considérable, en fait, notamment dans la psychanalyse, dans la psychiatrie. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut plus parler de noyaux purement psychotiques, mais qu'on parle de plus en plus de noyaux agglutinés, parce que on considère que ce noyau, en fait, qui forme, qui est le noyau, c'est le centre, hein, qui est le centre de notre personnalité, que ce noyau n'est pas ce que Mélanie Klein avait décrit à l'époque dans les années 40, c'est-à-dire uniquement une suite de défenses psychiatriques, de défenses psychologiques telles que le déni, justement, l'introjection, l'idéalisation et puis je sais plus quoi, le clivage, mais que ce noyau, il est aussi constitué de mémoire transgénérationnelle ou de force transgénérationnelle. Je pense qu'on va plutôt parler de mémoire. Et donc là, je vais prendre les propos de Danielle Dubois, que j'ai recueillis donc sur Baglis TV, et qui dit ceci quand elle parle de ce noyau. Elle parle d'un champ impersonnel. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a construit nous. Le noyau psychotique de Mélanie Klein est un noyau personnel, c'est-à-dire que c'est comme en l'enfant, à l'âge de, je sais plus si c'est 3 mois ou 6 mois, je me souviens jamais, va commencer, parce que ses sens vont lui permettre de comprendre qu'il est différencié petit à petit de la mère et du père, il va mettre en place, il va utiliser des premières défenses psychologiques. Donc c'est très personnel. Aujourd'hui, bon voilà, donc elle dit ça, champ impersonnel compacté d'informations à la fois abstraites, pures, intactes, mémorielles, de la constitution de l'univers compacté et maintenu. Donc elle va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle est au-delà du transgénérationnel. Chaque cellule biologique, c'est-à-dire chaque cellule, que ce soit une cellule biologique ou ce soit l'être humain en entier, chaque cellule est dépositaire d'un fractal de cela et il est constitué de façon fractale de cela. C'est-à-dire que là, ce qu'elle va considérer, c'est que ce noyau agglutiné, c'est, vous savez, il y a aussi ce truc de se dire que quand l'âme s'incarne, alors déjà, l'âme s'incarne, elle a certainement eu des vies qui sont pas en lien avec notre génération, avec notre transgénérationnel, hein, elle vient d'autres vies, d'autres lignées en fait. Et il peut y avoir aussi cette idée qu'au moment de l'incarnation, elle va choper des mémoires, mais qui ne sont pas liées à des incarnations, à ces incarnations à elle en fait. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires, il y a, comment dire, une dimension astrale dans laquelle il y a des mémoires qui on va dire comme ça, qui traînent, pour donner un truc un peu à la zombie, et qui sont les mémoires du temps en fait, hein, les mémoires de l'époque, et que l'âme, quand elle va s'incarner, il y a des mémoires qui vont s'agglutiner à l'âme, et elle va s'incarner avec ces mémoires-là, mais qui lui appartiennent pas, et qui n'appartiennent pas à la génération de la personne, voyez. Bon, là, elle parle, elle, carrément même de mémoire de constitution de l'univers. Alors, pourquoi psychotique? Parce que par moment, en fait, du contenu est expulsé dans l'organisme. Et ça, c'est ce que vous allez voir, c'est ce que les flammes jumelles vivent. Si la personne n'est pas prête à rentrer en contact avec ce contenu parce qu'il l'impacte d'une façon trop massive, il va y avoir comme une disjonction dans le système. Donc, bouffée délirante, etc.
le contenu de ce noyau va s'exprimer de façon locale, de façon psychotique. Et comme je vous l'ai dit, l'état amoureux, et alors encore plus chez les flammes jumelles, est un état psychiatrique. C'est un état pathologique. Donc on peut considérer que la rencontre de la flamme jumelle, c'est un moment, c'est du contenu qui est explosé, du contenu du noyau agglutiné qui est explosé dans l'organisme. Et qui va donner ces comportements quasi irrationnels que les flammes jumelles peuvent avoir dans leur relation avec l'autre. Voilà. Alors l'intérêt du noyau agglutiné, c'est que tout le potentiel de notre développement spirituel, de notre déploiement spirituel, donc vous voyez là encore, tout à l'heure on parlait de conscience, quand on parlait de traversée, tout le potentiel de notre déploiement spirituel et de notre grand accomplissement auquel nous aspirons profondément. Voilà, qui serait dans ce noyau agglutiné. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait aussi référence à ce qu'Adeline Gardinier, ce dont Adeline Gardinier parlait quand elle parlait du transfert du matériel traumatique. Elle expliquait que le masculin était porteur de tout le matériel traumatique. C'est-à-dire que les deux moitiés d'âme, donc la partie le masculin, lui, c'était la partie de l'âme qui avait toutes les mémoires. Enfin, oui, toutes les mémoires depuis la séparation originelle, donc la blessure initiale, et qu'il y portait en lui toutes les mémoires, tout le matériel traumatique. Et que c'est pour ça qu'il fallait que ce soit lui le masculin, en fait. C'est-à-dire beaucoup plus dans le matériel, etc., parce qu'il devait porter tout ça dans son corps. Et que, énergétiquement, ce qu'il faisait, c'est que lorsque le féminin était prêt, il envoyait du contenu traumatique, énergétiquement, dans le féminin. Et en fait, il y avait ça. L'histoire, c'était les deux se rapprochent. À ce moment-là, le masculin libère du contenu, que le féminin va traiter, conscientiser, élaborer, conscientiser, et donc, je me souviens plus quel était le terme, mais le matériel va être soldé, en fait. Et une fois que le féminin a fait ça, ils peuvent de nouveau se rapprocher, et le masculin va rebalancer du matériel traumatique, et que le féminin va élaborer, et je ne sais plus quel était le terme, mais dissoudre. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est, si vous voulez, dans cette définition du noyau agglutiné, là, de Daniel Dubois, qui n'a rien à voir avec les flammes jumelles, c'est une psychanalyste, comme je vous l'ai dit, bon, bref, elle est dans d'autres sphères, mais finalement, ça parle de ça également. Donc, on retrouve là-dedans des choses qui sont tout à fait logiques, en fait. Enfin, selon moi. Alors bon, j'ai conscience que c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais voilà, c'est malgré tout, c'est quand même ce que moi, en tout cas, j'analyse. Alors, on en revient à notre dessin. Vous avez tout d'abord la perte. En fait, la perte, c'est à partir du moment où vous acceptez de rentrer dans le processus. Alors bien sûr que toute personne qui n'est pas prête à rentrer dans le processus de la traversée du noyau agglutiné, ces personnes-là, elles vont rester dans ce qui est au-dessus de la perte, c'est-à-dire dans l'illusion. Alors là, je vais être un peu, peut-être ça va vous paraître dur ou je sais pas, mais si vous êtes encore en train d'envoyer des messages à votre flamme jumelle, si vous êtes encore en train d'écouter des vidéos sur les flammes jumelles, si vous êtes encore en train de communiquer avec votre flamme jumelle dans l'espoir que la relation donne quelque chose plus tard, si vous êtes, je crois que j'ai fait le tour, si vous pensez toujours vous allez vous réunir, etc., vous êtes dans cette illusion, puisque ce n'est pas ce que vous vivez, donc c'est ce que vous espérez. Donc espérer, ça veut dire, l'espérance en grec, c'est être dans l'attente. D'accord? Donc si vous espérez, c'est que vous êtes toujours dans l'attente. C'est que vous n'avez pas fait le deuil de l'idéalisation. Donc vous êtes toujours dans l'illusion. Donc vous n'avez toujours pas entamé le processus.
mais c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc, est-ce que un jour tout le monde est prêt et tout le monde traverse? J'en sais foutre rien. Je peux pas vous le dire. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens, moi j'ai lu des commentaires, des gens qui disaient ah mais moi ça fait 20 ans, nanana. Peut-être. Et peut-être que ces gens-là, ils resteront dans l'illusion jusqu'à la fin de leur vie parce que ils n'ont pas la structure adaptée pour faire la traversée du noyau psychotique d'une manière saine. Tout à l'heure dans l'explication d'Isabelle, elle expliquait qu'il fallait avoir un moi fort. Elle disait, on en sort indemne à la condition d'avoir déjà parcouru un bon bout de chemin sur soi et d'avoir pu construire un moi fort. Si le moi n'est pas suffisamment fort, alors on risque de rester bloqué à l'intérieur de ce noyau psychotique. Maintenant, c'est juste à savoir, il n'y a rien de grave. Si, c'est grave de rester bloqué dans le noyau psychotique, mais il n'y a rien de grave en fait à rester dans l'illusion. Maintenant, c'est simplement que moi je vous le dis. Si vous êtes encore en train d'espérer, d'être dans l'attente d'une future réunion, vous êtes dans l'illusion. Parce que vous n'êtes que dans vos projections. Et ça, c'est pas les flammes jumelles ou quoi que ce soit qui le disent, c'est que c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que n'existe que le moment présent. Donc si vous espérez quelque chose qui n'est pas de l'ordre du moment présent, c'est que vous êtes dans l'illusion. Et ça, c'est comme ça pour tout le monde. Moi, quand j'espère que, je sais pas, quelqu'un me réponde à mon email, par exemple, je suis dans l'illusion, en fait. Je suis pas dans le moment présent. D'accord? Mais voilà, ça c'est pour vous dire. Et à un moment donné, en tous les cas, de ce que j'ai pu constater chez beaucoup de flammes jumelles, mais je peux pas vous donner un nombre parce que je les ai pas notées, et qu'il y a plein de flammes jumelles que j'ai arrêté de suivre, non pas que c'est moi qui ai arrêté de les suivre, mais la vie a fait qu'on s'est séparés, qu'on a arrêté de se donner des nouvelles, etc. Mais en 2022, il y avait déjà des flammes jumelles avec qui j'étais en contact qui laissaient tomber les flammes jumelles, d'accord? C'est-à-dire des flammes jumelles qui disaient c'est bon, je sors du truc. Voilà. Donc 2022, 2023, 2024. Et les gens, quand ils sortent de là, en général, moi, c'est là où je commence à ne plus avoir des nouvelles d'elles. Et c'est très bien, parce qu'en fait, elles sortent de l'illusion. Alors, elles font le deuil de l'idéalisation de la relation. Elles savent que c'était une idéalisation, elles sortent de là, elles sortent de l'illusion, et elles rentrent donc là, dans ce truc qu'on va appeler la vallée des larmes, ou la traversée du noyau agglutiné, et qui va commencer par la perte. C'est-à-dire que j'accepte que je perds l'autre. Qu'est-ce qui se passe pendant toute cette descente? Vous voyez, vous avez déni, colère, peur. En fait, c'est là où on va retrouver, on va dire, les grands mécanismes de défense de Mélanie Klein. C'est-à-dire que quand vous allez traverser votre noyau agglutiné, vous allez commencer, en fait, ce que vous allez traverser, c'est cette base qui a été construite quand vous étiez tout bébé. Et vous allez donc revivre en fait ces premiers mécanismes de défense qui sont le clivage, l'identification projective. Je vais en parler rapidement, mais l'idéalisation. Ça va être surtout entre le déni et la colère. Voilà, entre le déni et la colère, vous allez revivre en fait de façon assez forte ces trois mécanismes de défense. Le clivage, c'est quoi? Le clivage, c'est de dire ma flamme jumelle est absolument, c'est un mec génial, etc. Et de l'autre côté, d'avoir d'autres moments où vous allez dire mais ce mec, c'est le dernier des derniers. Et ça, moi, je sais que je l'ai entendu. Je l'ai dit moi aussi, mais je l'ai entendu et plein de fois. C'est-à-dire d'un côté, quand on a un texto de lui ou quoi, on va dire ah là là, mais c'est grâce à lui que je suis comme ci, comme ça. Et d'un autre côté, on va dire non, mais de toute façon, je me rends compte que ce type n'a rien compris à la vie, etc. Il restera endormi toute sa vie. Enfin bon, bref, clivage. Donc là, vous êtes en dessous, vous avez passé le déni. Le déni, c'est l'illusion en fait. Vous avez passé le déni et vous êtes aux alentours de la colère, quoi. Donc ça, c'est le clivage. Identification projective, mon jumeau. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes toujours à parler de votre jumeau et à vous dire que
Euh, si vous avez mal à la main, c'est parce qu'il doit avoir mal à la main, ou s'il a mal à la main, c'est pour ça que vous avez mal à la main, etc., etc. Identification projective. Et puis idéalisation, c'est-à-dire là, c'est quand on est au niveau de là, pareil, déni, colère. Enfin, l'idéalisation, c'est on aurait pu vivre ça. Et ça, c'est le problème aussi de ces quelques couples, c'est qu'ils vous vendent du potentiel. Ils nous vendent le potentiel de quelque chose qui pourrait être tellement merveilleux. Et tant qu'on reste accro à ce potentiel, alors on a besoin, alors on est sous dopamine, etc. Là, quand on est dans l'idéalisation, on va idéaliser ce potentiel. Ces trois mécanismes de défense, en fait, va y avoir, et jusqu'en bas, va y avoir, jusqu'à la peur en tout cas, va y avoir en fait ce qu'on appelle du marchandage. C'est-à-dire qu'on va monter dans le déni, redescendre dans la colère, faire un tour dans la peur, remonter dans la colère, remonter dans le déni, et ainsi de suite. D'accord? Cette traversée, elle se fait pas genre je vais m'acheter un morceau de pain, quoi. C'est ça prend un certain temps. Euh, à partir de la peur, une fois qu'on a bien passé le déni et la colère, la période de la peur est une période qui est beaucoup plus difficile parce qu'elle est productrice d'angoisse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai bousillé ma vie. J'ai perdu mon temps. J'aurais pu, etc., machin. Et maintenant, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que cette traversée du noyau psychotique, on l'a dit tout à l'heure, hein, elle le dit très bien, cette femme, d'ailleurs, hein, vraiment, c'est génial. Étape fondamentale du développement de la conscience. Donc ça veut dire une chose, c'est-à-dire que vous ne serez pas le même avant et après la traversée. Je vous ai parlé de quête identitaire. Hein. Donc, il y a ce moment de la peur, et chez Mélanie Klein, elle le dit, hein, elle parle de défense paranoïde. Les premières sont des défenses plutôt schizoïdes, et ensuite, quand on arrive sur la peur, tristesse, là, on est sur des défenses plutôt paranoïdes. Et il y a ce côté aussi, il y a peut-être aussi ce côté il y a peut-être un côté de la persécution qui vient, un côté persécuté. Soit persécuté par la vie, soit si on a fait tout plein de trucs pour être en contact avec l'autre et qui nous envoie des messages, alors persécuté par l'autre. Enfin, il y a quelque chose dans tous les cas où là, dans cette peur, va y avoir quelque chose de l'ordre de la parano qui va s'installer. On va revisiter nos premières défenses paranoïdes qu'on avait mis en place étant enfant. Donc tout ça, c'est la grande traversée du noyau agglutiné. Il peut y avoir effectivement des mémoires qui remontent, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on est bien au fond du seau, en fait, il y a la tristesse qui se met enfin en place. Je dis bien enfin parce que une fois que la tristesse, elle s'est mise en place, il n'y a pas de retour, en fait. Et on reviendra pas à la colère. Une fois qu'on est vraiment triste, et c'est là où moi je parlais du deuil, de l'idéalisation de la relation, c'est quand vous êtes à ce moment-là, en fait. À ce moment de tristesse. Tristesse et dépression. Hein. Mais là, enfin, on commence à être sauvé. Et puis ensuite, vous avez une lente remontée. Et cette lente remontée, alors je dis lente, je sais pas pourquoi je dis lente, mais cette remontée, en fait, c'est la reconstruction. Parce que de la perte jusqu'à la tristesse, ce qu'on va vivre, c'est un démembrement. C'est fort, hein. C'est un démembrement de la personnalité. Alors, démembrement, c'est pas atomisation, hein. C'est-à-dire qu'il y a la personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme terme tout à l'heure l'angoisse profonde de l'anéantissement. Voilà. En filigrane dans l'inconscient de chacun, fait ici surface. Angoisse profonde de l'anéantissement. Donc, vous voyez la peur dont je vous parlais. L'angoisse profonde de l'anéantissement. C'est une angoisse. L'anéantissement, l'atomisation n'existe pas. Par contre, c'est un démembrement.
C'est un démembrement de la personnalité. Et à partir de la tristesse, l'acceptation, le pardon. Alors le pardon, je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps. Mais le pardon, c'est le pardon de soi-même. Hein. C'est de se pardonner, en fait. Le pardon, c'est quoi? C'est de comprendre qu'on ne pouvait pas vivre autre chose que ce qu'on a vécu. En fait, il n'y a pas de je te pardonne, t'as été méchant. Non, c'est pas ça. C'est je me pardonne parce qu'en fait, je pouvais pas vivre autrement. Je ne pouvais pas faire les choses autrement que comment je les ai faites. J'ai fait de mon mieux. Voilà. C'est ça le pardon. Là, en fait, on va reconstruire, on va remembrer, je sais pas, c'est pas très joli, notre personnalité. On va reconstruire une personnalité, mais cette fois-ci, on va reconstruire une personnalité qui ne va pas être basée, parce que le démembrement, basé sur l'ego. Le démembrement, c'est le démembrement de tout ce qui ne sert à rien dans cette personnalité, tout ce qui est purement égotique, purement fait pour la galerie, mais en fait, auquel on va s'identifier pendant toute notre vie, qui ne nous sert à rien, qui nous fait plus de mal qu'autre chose. Par exemple, je suis fumeur. Moi qui ai été fumeur pendant 30 ans, je suis fumeur. Eh ben ça, c'est une identification à un membre de ma personnalité. Donc, ma personnalité est une personnalité fumeuse, je m'identifie, je suis fumeur, donc je fume. Alors qu'en fait, ça ne sert à rien. Et ça joue contre moi. D'accord? Donc, on va, dans ce démembrement de la personnalité, on va se séparer, en fait, de tout ce qui ne nous sert plus à rien. Les relations toxiques, les produits toxiques, les métiers, les activités, etc., que l'on fait par peur, par automatisme, par désir, et non pas parce que c'est de nous, c'est pas parce que c'est le fond de nous, en fait. Donc cette personnalité, elle va se reconstruire sans tout ça, en fait. Elle va se reconstruire d'une manière beaucoup plus humble, elle va se reconstruire de manière beaucoup plus simple. Et ce cadeau caché, en fait, c'est qu'on va découvrir ce grâce à quoi on aura fait toute cette traversée. Pour faire cette traversée, tout à l'heure Isabelle, elle parlait d'avoir un moi fort. Ce moi, c'est pas le moi égotique. Quand elle parle d'un moi fort, c'est pas d'un ego fort. C'est d'avoir une connexion avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est intrinsèque, quelque chose de l'ordre de l'âme. Et c'est parce qu'on s'est accroché à cette chose qu'on a pu faire cette traversée. Mais cette chose, elle était invisible à nos yeux jusqu'à ce qu'on fasse cette traversée. Parce que pendant la traversée, on n'a pas pu s'accrocher en fait à tout ce qui était de l'ordre de épater la galerie ou faire plaisir aux parents. Tous ces trucs-là ne pouvaient pas tenir la route, n'étaient pas une ressource en fait. Pour faire cette traversée, on s'est accroché à la seule ressource qui nous sommes réellement au fond de nous. Et c'est ça le cadeau qui va émerger une fois qu'on aura fini cette traversée. Et donc là, lui, il parle de sérénité qui va s'installer. Effectivement, parce que dans ces cas-là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on sait enfin qui on est. Je vous dis, hein, la rencontre flamme jumelle est une quête identitaire. On sait enfin qui on est, pas à qui on veut ressembler, pas le masque qu'on a envie de porter. Il y a très très longtemps, j'ai fait un truc sur le faux self, mais justement, c'est là, il y a plus, le faux self, on l'a laissé tomber parce que ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est beau et c'est une ressource. C'est une véritable ressource. Le faux self n'est pas une ressource. Quand on s'accroche à son faux self, en général, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans les addictions. C'est-à-dire que c'est parce que je suis dans le faux self que je fume, alors que ce soit la clope, que je mange du sucre, que je bois de l'alcool, c'est-à-dire que je me réfugie dans des trucs qui sont mauvais pour moi. À chaque fois que je me réfugie dans quelque chose qui est mauvais pour moi, c'est parce que j'active mon faux self. C'est parce que j'ai activé mon faux self. Et que pour supporter le faux self, j'ai besoin d'une compensation. Mais la compensation, elle sera à la hauteur de mon action, c'est-à-dire je fais une action négative. Je fais une action qui est toxique pour moi. Je mets un masque. Automatiquement, j'ai une compensation. La compensation sera une compensation toxique. Puisque je ne fais que refléter. Mes actes ne sont que le reflet de ce qui est à l'intérieur de moi. Donc quand je porte un masque à l'intérieur de moi, alors j'agis de cette manière-là, en fait. Donc la sérénité, elle arrive puisque une fois que on a
par cette traversée, libéré, on s'est libéré du grand masque, ou des masques, je ne sais pas trop. Il y a un cadeau caché, moi c'est quelque chose que je vis aujourd'hui, c'est le cadeau caché, c'est-à-dire le qui je suis, quelle est ma vraie ressource, celle à laquelle, quoi qu'il se passe dans la vie, je m'accrocherai, je pourrai toujours m'accrocher à ça, à ce qui je suis vraiment, parce que ça, c'est ce qui fait que je peux vivre en bonne santé mentale et physique et dans de bonnes conditions. Quand je dis dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que c'est sans personnes toxiques autour de moi, c'est sans travail toxique, c'est voilà. Alors entre le cadeau caché, pardon, acceptation, il n'y a pas vraiment de marchandage qui se passe ici. C'est-à-dire que là, c'est des étapes. Une fois que chacune est passée, on n'a pas besoin de redescendre à l'autre. C'est pas comme dans la descente où on a encore cette possibilité de remonter, etc. Quand la perte, elle est actée, quand on a décidé de faire le deuil de l'idéalisation de la relation, on ne peut pas revenir. On ne pourra pas revenir dans l'illusion. D'accord ? Mais par contre, on va faire des allers-retours, voilà, parce que quand on va descendre dans l'angoisse de l'anéantissement, comme disait Isabelle, on va remonter vers la colère, quoi. On va voire même essayer de remonter vers le déni, quoi. Mais en disant oui, non, mais bon, en fait non. Oui, c'est un gros con, mais non, c'est bon. Et en fait non, ça marche pas, ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vérifie, mais je crois que j'ai plus rien à raconter. Sur ce très très long audio, en fait, je ne sais pas combien de temps j'en suis, 1h32. Ah bravo, putain, j'avais peur que ça fasse 2 heures. Alors, non, ça va faire 2 heures. Il manque un truc. Il manque pourquoi nous. Je vais aller très vite dessus. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, je ne sais pas, mais pourquoi nous? Alors, essentiellement, parce que les gens qui vivent cette relation de flamme jumelle sont essentiellement des gens qu'on va qualifier, qui vont avoir un énéatype en énéagramme, qui auront un type 4. C'est essentiellement des gens qui ont un énéatype 4 ou des gens qui sont en lien avec l'énéatype 4, c'est-à-dire des gens qui ont un énéatype 2 ou 1. Donc, alors pourquoi le 4 ? Pour la plupart des gens que je connais, c'est des gens qui sont 4 quand même. Parce que l'énéatype 4, c'est un énéatype qui utilise l'idéalisation comme mécanisme de défense préféré, et l'introjection, et la production d'émotions. Et vous voyez que quand on est flamme jumelle, on idéalise, on introjecte, lui c'est moi, et on produit une quantité mais effroyable d'émotions. Hein. Il faut voir un petit peu les commentaires sous les vidéos, etc. L'énéatype 4 est un énéatype, et l'énéatype, parce qu'il n'y en a qu'un, qui est en quête d'identité. Tiens donc. C'est le seul qui est en quête de reconnaissance intérieure, c'est le seul qui passe sa vie à se demander « Qui suis-je ? Est-ce que je m'aime ?» Et ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde les flammes jumelles, moi j'ai fait une vidéo là-dessus, parce que c'était mon cas, combien de flammes jumelles, mais combien de flammes jumelles, allez 80%, 90% qui se sont crues yang. Voilà, c'est-à-dire qui ont besoin de cette reconnaissance intérieure, des gens finalement qui sont tellement à idéaliser les trucs, qui sont tellement à produire des émotions, etc., que ils ont un mal de chien, en fait, à reconnaître qui ils sont. Et l'énéatype 4 est un énéatype qui est très égocentré, puisque justement, il est tout le temps en train de savoir qui je suis. C'est pas un défaut d'être égocentré. Être égocentré, non, être égocentrique, oui, c'est plus un défaut, mais être égocentré, bon, voilà, on a besoin de savoir qui on est, quoi. Et donc, comme je le disais, c'est un énéatype qui est hyper émotif. Et on voit bien un peu quand on lit les commentaires, quoi. Ce sont des personnes donc en quête de reconnaissance intérieure, égocentrique, hyper-émotive, et qui utilisent l'introjection pour éviter d'être ordinaire et maintenir l'image de soi, je suis authentique. Voilà. Alors,
ça, c'est une explication très Mathieu, en fait, qui consiste à dire, voilà qui est touché essentiellement par les flammes jumelles. Maintenant, moi, je n'ai pas rencontré de flammes jumelles qui ont un énatype 6 ou un énatype 9, ou 5, ces énatypes-là n'ont rien à voir avec avec une histoire d'amour flamme jumelle. D'ailleurs, vous savez, l'énatype 4 est appelé le romantique. Et on voit bien que cette histoire, c'est quand on lit les commentaires, il y a tellement les gens versent tellement facilement dans le romantisme. Bon, ça c'est ma perception. Moi, je vous invite à taper Enéatype 4 sur Google, cherchez si ça vous correspond. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur le sujet. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Maintenant, ça peut être 1 ou 2, parce que 1 et 2 sont reliés au 4. C'est-à-dire que le 1 vient du 4 et le 2 doit aller vers le 4. Bon, mais l'idée là de parler de ça, c'était essentiellement de vous inviter à regarder si ce ténéatype vous correspond. Et si c'est le cas, alors vous allez découvrir des tas de choses sur vous, et notamment sur votre quête, c'est-à-dire une quête de reconnaissance intérieure. Et c'est là où on voit bien que la flamme jumelle, l'histoire des flammes jumelles touche des énatypes 4, c'est-à-dire des gens qui cherchent à savoir qui ils sont, et c'est pour ça que ce qu'ils font, c'est que ils vont rencontrer quelqu'un. Je vais pas vous refaire tout le truc, mais bref, voilà. Quête identitaire. Bon, allez, ça fait 1h37. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez écouté, cette capsule, si vous l'avez écoutée jusqu'à la fin, je ne vais pas la refaire. Elle est très bien comme ça, et j'accepte toutes les critiques à son sujet. Mais c'était plus facile pour moi de le faire de cette manière-là. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous, et je vous dis peut-être à plus tard. Salut.